Mouvement pour la rénovation, plus connu sous le nom de l'AJDMR, pour donc la simplification. Alors, M. Sarr est à Dakar, il doit rencontrer donc sa base depuis quelques jours. Il s'entretient un peu avec sa base, peut-être pour les raisons ou pour les besoins, on va dire, donc des élections prévues en 2011 en Mauritanie. On aura l'occasion également d'en parler tout à l'heure. Alors, M. Sarr, bonsoir. Bonsoir, M. Diaby. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle juste aux téléspectateurs que l'AJDMR, c'est un parti politique, une formation politique. Donc, en Mauritanie, l'AJDMR, c'est bien l'Alliance pour la justice et la démocratie, mouvement pour la rénovation. Alors, ce parti ou cette formation politique, choisissez la formule qui vous convient, vient de rejoindre la mouvance présidentielle. C'était plus précisément le 23 décembre dernier. Une alliance qui a fait couler beaucoup d'encre en Mauritanie. De quand même des confrères sont partis jusqu'à dire que Sarr succombait au pragmatisme du président Ould Abdelaziz. Enfin bref, M. Sarr, pourquoi avez-vous décidé de rejoindre la majorité présidentielle après avoir combattu, ou bien après avoir aussi participé à la dernière présidentielle en Mauritanie? En fait, tout le monde s'attendait à cela, dans la mesure où mon parti était l'un des rares qui n'avait pas tout de suite condamné de manière concrète le coup d'État du président Ould Abdelaziz. Parce que c'est une longue histoire. Nous venons de 2005, quand le président Aziz, avec ses autres amis militaires, avait renversé le président Maouya, qui est resté plus de 20 ans au pouvoir, et qui a appliqué pratiquement une dictature assez dure, qui a occasionné le passé humanitaire qu'on connaît, n'est-ce pas? Alors, quand donc ce coup d'État a eu lieu contre Maouya, j'étais l'un des rares hommes politiques à demander à la classe militaire, du moins à la junte militaire, de régler les problèmes qui étaient légués par Maouya avant de passer le flambeau civil. Toute la classe politique à l'époque avait dit il faut soutenir ces militaires. J'ai dit niet. Et s'ils ne sont pas prêts à régler les problèmes essentiels, moi je n'accompagne pas leur transition. Vous dites niet également, et surtout également qu'aujourd'hui c'est ce militaire qui a fait un coup d'État. Oui, mais on va y revenir. Il y a une suite logique dans notre position. Allez, expliquez-vous. Apparemment c'est un peu ambigu. Pour ceux qui veulent comprendre. Oui. Parce que pendant plus de 20 ans, nous avons combattu le régime de Maouya aussi d'Ametaya. Et on sait ce qui a été fait en Mauritanie pendant cette période. Ould Abdelaziz a pris le pouvoir alors qu'il était lui-même le chef, n'est-ce pas, de la garde présidentielle. À partir de ce moment, nous demandions aux militaires de régler ce passif humanitaire qui était très lourd, avant de passer le flambeau. Ce que, à l'époque, Elie Mohamed Val, qui était devenu donc le chef de cette junte, avait refusé. Et par conséquent, nous avons refusé de soutenir cette transition militaire, pendant que toute la classe politique à l'époque avait rejoint la junte militaire. J'étais donc l'un des rares à refuser de soutenir cette junte, et j'ai même écrit à l'époque un article pour dire que la transition militaire était en dérive. Justement, est-ce que vos adversaires n'ont pas raison de dire également qu'on ne vous comprend pas trop bien parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette junte militaire? Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait ce coup d'État, qui est au pouvoir, et après donc la présidentielle, vous donc portez une candidature, et aujourd'hui vous décidez d'aller dans si vous me suivez, M. Diaby, vous comprendrez. Donc j'ai refusé la transition de cette junte, qui a préparé son homme de confiance à l'époque, Sidi Ould Cheikh Abdallahi, qu'il a installé au pouvoir après les élections de 2007, auxquelles personnellement j'ai participé. Donc l'homme qui est venu au pouvoir en 2007, et j'avais prédit qu'il ne pourrait pas rester, parce que les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir feraient en sorte que lui-même il serait sous la dévotion des militaires. À partir de ce moment, il y aurait un conflit. C'est ce qui est arrivé. Donc si Ould Cheikh est arrivé au pouvoir, il a fait 1 an de parcours, ça ne marchait pas. Il nous a demandé de venir participer à son gouvernement. Je lui ai posé des conditions. Lui également, il n'a pas voulu discuter de ces conditions. J'ai refusé de participer à ce pouvoir au moment où d'autres partis politiques y ont adhéré. Alors, c'est en ce moment qu'il y a eu un conflit entre ces militaires qui avaient installé leur homme et effectivement le président Sidi Ould Cheikh. Avec toute la crise, n'est-ce pas, que cela a donné. Maintenant, quand le gouvernement a été renversé, tous ceux qui étaient favorables à ce régime ont donc crié au scandale, que la démocratie était torpillée, que la constitution était torpillée. Cette même constitution que j'ai refusée. Mais n'ont-ils pas raison aussi? N'ont-ils pas raison parce que le président a été élu démocratiquement? Ils n'ont pas raison parce qu'il n'y avait pas de démocratie. Renversé par un coup d'État aussi. Ils n'ont pas raison parce qu'il n'y avait pas effectivement de la démocratie. Non. Parce que quand les militaires... Qu'est-ce que vous appelez démocratie? J'appelle démocratie quand c'est un homme, une voix. Quand les hommes peuvent voter librement. Ce n'était pas le cas. Ils ont installé leurs militaires parce que Ahmed Ould Dada, qui a recueilli 48% au second tour, qui est dans l'opposition, et lui qui a été aidé par les militaires, il va de soi que c'est Ahmed Dada, de mon point de vue, qui avait gagné les élections.
Par conséquent, il n'y a pas de démocratie au moment où des tribus peuvent dicter, n'est-ce pas, la conduite à tenir, au moment où des chefs d'esclaves peuvent dicter la conduite à tenir, au moment où de grands électeurs peuvent dicter, n'est-ce pas, la conduite à tenir. Il n'y a pas de démocratie en ce moment en Mauritanie. Il fallait bannir ça tout court. À partir de ce moment-là, quand ils ont repris le pouvoir de cet homme qu'ils avaient placé, oui. Moi je dis que c'est les mêmes qui sont là. Ils étaient en 2005, ils sont revenus. Je leur repose la même question. Vous réglez le passif humanitaire de Maouya, je suis avec vous. À partir de ce moment, j'ai discuté avec le président Ould Abdelaziz qui a pris l'engagement de régler ce passif humanitaire. Mais tant qu'il n'y avait pas de discussion entre lui et moi sur les questions essentielles, j'ai refusé de participer dans ce programme. C'est parce qu'également, donc on dit que vous avez fait un appel du pied que vous avez lancé au mois d'avril. Non. Un appel du pied qui a tardé aussi. Ce n'est pas un problème d'appel du pied. Le président Ould Abdelaziz, vous étiez favorable à le président Ould Abdelaziz est parti à Kéidi, il a prié sur le disparu. Et il a mis en exergue la responsabilité de l'État par rapport à ce qui s'est passé durant les années 89, 90, 91. C'était la première fois qu'une autorité de cette instance mette en cause l'autorité de l'État. C'était important. Et il a commencé à dédommager les veuves, il a commencé à distribuer, n'est-ce pas, des terrains, il a commencé à faire beaucoup de choses, à remettre, n'est-ce pas, au travail les enseignants qui étaient exclus à cause des événements. Et il restait naturellement beaucoup de choses à faire. Voilà le pourquoi donc il a poursuivi, n'est-ce pas, le retour des déportés, qui pose toujours problème d'ailleurs. Mais il l'a poursuivi. À partir de ce moment, mon parti s'est réuni, on s'est dit qu'il y a des avancées, sans compter les autres aspects qui concernent la moralisation économique du pays, la moralisation politique, parce qu'il y avait beaucoup d'abus, beaucoup de dégâts, n'est-ce pas. Le passif de Maouya n'était pas simplement qu'un passif humanitaire, il était aussi économique, parce qu'il y avait une gabégie, il y avait de l'argent sale, il y avait de la drogue, il y avait à telle enseigne qu'il y avait un mirage économique en Mauritanie, et on considérait que Maouya, c'était vraiment la belle vie. Vous dites qu'il y a des avancées, mais on voit également qu'il y a des violences en Mauritanie. Nous y reviendrons. Je dis donc, à partir de ce moment, nous avons dit qu'il y avait des avancées extrêmement importantes sur le plan du passif humanitaire, sur le plan de la réconciliation nationale. Mais il y avait aussi des avancées importantes sur le plan de la moralisation de l'économie, sur la moralisation, n'est-ce pas, de la vie même politique du pays. À partir de ce moment, Ould Abdelaziz devenait fréquentable. Nous voulons discuter avec lui. Et nous avons pris l'initiative de discuter avec lui sur la base de 7 points essentiels. S'il les accepte, nous sommes prêts à rejoindre. Quels sont ces points? Juste ces points, voilà. Vous avez par exemple, le président Aziz avait organisé les États généraux sur la démocratie. Oui. Il y a des points essentiels qui avaient été retenus, qui nous semblaient extrêmement importants. Et le président Aziz s'était engagé à les appliquer. Il a appliqué ça? Il a commencé, mais ce n'est pas encore fini, et nous demandons à ce que l'application soit intégrale. Premier point. Oui. Le deuxième point concerne la suite du passif humanitaire, du règlement définitif du passif humanitaire. Le troisième point... Il a accepté de résoudre le problème du passif humanitaire? Oui, définitivement. Mais il a commencé, je vous ai dit. Et nous, quand on vient le rejoindre, c'est pour l'amener à aller, n'est-ce pas, vers la finition du règlement de cette question. Ce que vous dites également dans votre déclaration, que la JDMR ne sera pas non seulement ou non plus un wagon de plus pour le train du pouvoir. C'est ça. Votre prétention, c'est bien d'être plutôt le nouveau moteur de la locomotive. Le nouveau moteur de la locomotive. Pour aller plus vite et mieux. Voilà. Donc, alors, continuez. Le troisième point, c'est l'application de la loi criminalisant l'esclavage. Il y a plusieurs lois. Ça existe toujours dans l'esclavage. Il y a plusieurs lois qui ont été prises pour criminaliser l'esclavage, pour abolir l'esclavage. Est-ce que réellement les autorités mauritaniennes sont prêtes à appliquer ces lois? Mais les autorités mauritaniennes ont pris ces lois. Il s'agit maintenant de les appliquer. C'est au niveau de l'administration que ça cloche. Et à partir de ce moment, il faut se mettre au travail pour amener les gouverneurs. Pourquoi ça cloche selon vous? Parce que vous savez, vous avez un préfet qui refuse de faire son travail, vous avez un gendarme qui refuse de faire son travail, vous avez un juge qui refuse de faire son travail. À partir de ce moment, il faut que l'administration puisse, n'est-ce pas, se mettre au diapason des décisions qui ont été prises. Donc nous, notre travail, c'est d'amener l'administration à effectivement aller vers l'application concrète, effectivement, ce problème qui est extrêmement douloureux pour la Mauritanie. Le quatrième point concerne les langues nationales. Vous savez, nous avons toujours milité. Parce que le problème de la Mauritanie, en dehors des questions économiques qui ne me semblent pas fondamentales, parce que la Mauritanie est l'un des pays les plus riches de la sous-région. Et il n'est pas concevable aujourd'hui... Malheureusement, un des pays les plus pauvres aussi. Plus pauvre, c'est trop dire, mais il n'est pas concevable aujourd'hui que les Mauritaniens puissent vraiment souffrir de faim ou d'autres choses. Nous avons les mines les plus intéressantes de la sous-région. Nous avons une mer poissonneuse, n'est-ce pas? 1 151 000 tonnes par an de permissibles. Vous avez une agriculture qui peut produire l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, c'est 20% du produit intérieur brut. Vous avez l'élevage.
Mais vous avez des mines aussi, vous avez du pétrole. Tout un cocktail explosif également pour d'énumérer également pour une population de 3 millions d'habitants. Un cocktail également qui pousse les populations à descendre dans les rues. Hein. Alors, les populations descendent dans la rue parce que là, il y a effectivement les prix qui grimpent, il y a encore des problèmes sociaux, mais c'est tout à fait logique. Et moi j'ai toujours dit que celui qui va hériter du régime de Maouya, il aura des problèmes. Mais Maouya a habitué les gens à un mirage économique, comme je vous l'ai dit. Il y avait de la drogue qu'on vendait, il y avait le blanchiment d'argent, il y avait même la planche à billets qui fonctionnait à tout moment. Et à telle enseigne, il y avait de l'argent partout. Et les gens pensaient que c'était l'Eldorado. Et maintenant, il n'y a plus d'argent. Quand quelqu'un vient, il veut redresser la situation, il demande aux banquiers de se mettre en règle, il demande, n'est-ce pas, aux commerçants de se mettre en règle, il veut assainir l'administration où il y avait du laisser-aller. La seule différence également, on voit que maintenant ça commence à gagner tout le Maghreb aussi, ces violences. Après la Tunisie, automatiquement en Mauritanie, des violences contre la vie chère, le problème de chômage également. Donc, il y a eu même des arrestations donc aussi. Donc c'est pas un problème inhérent seulement à la Mauritanie, la crise mondiale elle est connue. Mais au Sénégal, la Mauritanie, pour être beaucoup plus précis maintenant. Concernant la Mauritanie, oui. Il y a effectivement le problème du prix, mais je pense que le gouvernement Est-ce que le gouvernement a déjà fait quelque chose sur ça? Parce que les populations le gouvernement a pris des mesures, elles ne sont pas suffisantes. Il faut continuer. Il faut surtout lutter contre les commerçants véreux. Il faut appliquer... Cela rentre dans votre programme? Naturellement. Nous sommes venus, mais le président Blaziz l'a dit l'autre jour. Il a dit aux gens, aux populations de se révolter quand il y a des problèmes qui ne marchent pas. De se révolter. De se révolter. Jusqu'à que ça remonte à son niveau. Parce qu'il y a des... Pourquoi donc on a arrêté un leader de l'opposition? Le leader de l'opposition, c'est notre ami Oulda. C'est un militant anti-esclavagiste qui lutte pour, effectivement, comme nous avons dit, qui lutte pour que l'application effective de la loi sur la criminalisation de l'esclavage soit rigoureuse. Comme nous d'ailleurs, nous soutenons sa lutte dans une certaine mesure. Mais naturellement, il y a eu des actions de violence qui ont été menées à partir de son... Le président n'est-il pas responsable quand il dit vraiment, quand vous n'êtes pas d'accord, je vous incite à la révolte? Non, le président, quand il veut dire simplement... Il veut dire simplement que les usagers... Oui. Quand, par exemple, il y a des abus au niveau d'une certaine administration, une lenteur dans la délivrance des pièces, quand des commerçants augmentent les prix n'importe comment, mais les populations doivent se révolter pour montrer que ça ne va pas. Et à partir de ce moment, lui, il pourra être sensibilisé sur la question et prendre les décisions qu'il faut. Parce que si tout le monde pense comme à l'époque... Mais une révolte, c'est dangereux. Hein? Non, ce n'est pas une question de révolte. La révolte est dangereuse aussi, parce que ça va dégénérer. Il faut simplement que les populations posent les problèmes. Il ne faut pas que les populations acceptent passivement tout ce qui se fait autour d'elles. Des fois, il y a des choses qui se font, le président peut être au courant comme il peut ne pas être au courant. C'est la raison pour laquelle ça dégénère à tout moment, raison pour laquelle je dis que le président ne doit pas tenir de tels propos. Ce qui peut régler la question, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Des arrestations aussi. C'est le dialogue entre le pouvoir et effectivement les populations, entre le pouvoir et l'opposition pour arriver à un modus vivendi qui nous fasse comprendre que c'est vrai, il y a des problèmes, mais il y a des enjeux importants. Nous pouvons nous mettre sur les grandes, par exemple le problème comment on appelle ça, du terrorisme aujourd'hui en Mauritanie, c'est un problème. On l'a vu là-bas, on l'a vu des Français tués, tout ça. La classe politique doit pouvoir s'entendre avec le pouvoir pour juguler ce phénomène qui est extrêmement grave, qui ne touche pas que le pouvoir, ça touche tout le monde. Quand les gens explosent les bombes, ce n'est pas à la présidence, ils le font, n'est-ce pas, dans les marchés. Et c'est les populations qui sont visées. Quand on tue, n'est-ce pas, des ressortissants étrangers en visite chez nous, ça concerne tout le pays. Par conséquent, ça c'est une question nationale. Les problèmes d'orientation sur le plan économique, sur le plan, n'est-ce pas, social, peuvent être discutés entre l'opposition et le pouvoir pour qu'on arrive à un modus vivendi qui nous permette effectivement de gérer correctement le pays, ce qui n'empêche pas l'opposition de faire son travail. De s'opposer, de poser les problèmes. Non plus. Et d'autant plus que nous avons en Mauritanie, ce qui n'existe pas d'ailleurs dans la sous-région, une institution du chef de file de l'opposition. Donc l'opposition a un outil, parce que le chef de l'opposition, aujourd'hui, il a rang de ministre. Il doit rencontrer régulièrement le président pour discuter toutes les questions essentielles. Donc l'opposition, me semble-t-il, a beaucoup d'éléments pour pouvoir peser effectivement sur la balance. C'est un atout de taille aussi, il faut le reconnaître, pas qu'on puisse dire. Mais est-ce que cela fait partie des revendications de la JDMR concernant un peu les réfugiés mauritaniens, qui jusqu'à présent aussi, la mesure tarde? Je vous dis que les éléments essentiels que j'ai posés ici, il y a quelques aspects qui sont réglés, il y a d'autres qui ne le sont pas. Récemment, le gouvernement mauritanien a même décidé d'arrêter le retour des réfugiés, que c'est terminé.
Mon parti ne peut pas concevoir cela. Et pourtant, le Premier ministre avait dit que la date butoir s'arrêtait au 31 décembre. Oui, il y a des problèmes. Des personnes à qui on avait promis de retourner à l'AJDMR, jusqu'à présent, rien n'a été fait. À l'AJDMR, nous pensons que tous les réfugiés doivent rentrer quand ils le veulent. Et que l'État mauritanien doit prendre ses dispositions. Vous en avez déjà discuté avec Ould Abdelaziz? Pour tous ces problèmes globaux, nous avons discuté avec le président. Tous ces problèmes globaux. Et nous nous sommes mis d'accord sur l'essentiel. Et nous pensons qu'avec le temps, nous arriverons effectivement à amener le gouvernement à comprendre, n'est-ce pas, notre désir de voir toute la Mauritanie se réconcilier. Parce que M. Sarr, ce que vos adversaires politiques, je dirais même, ne comprennent pas, à vous entendre parler, c'est comme si vous avez battu campagne pour le candidat Ould Abdelaziz. Alors que vous-même, vous avez battu campagne. Non. Et vous avez critiqué le deuxième place. Je n'ai pas critiqué. Non. Ould Abdelaziz, je ne peux pas le critiquer parce que lui, il venait d'arriver au pouvoir. Il venait simplement de renverser le Sidou Cheikh. Un coup d'État que vous avez condamné. Et il voulait être candidat. Il y a d'autres qui contestaient sa candidature. Moi, je dis que ce n'est pas essentiel pour moi que le militaire soit candidat ou pas. Ce n'est pas ce qui est essentiel pour moi. Encore une fois, la démocratie est un objectif à atteindre chez nous. C'est un objectif qui doit être travaillé constamment, une lutte véritablement tenace pour qu'on arrive effectivement à cette question. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait des hommes capables effectivement de respecter les populations, d'assurer la justice sociale et de créer les conditions pour une véritable démocratie. Parce qu'en Mauritanie, nous avons le tribalisme, nous avons encore l'esclavage qui persiste, nous avons d'autres tares sociales qui font qu'une démocratie plantée, n'est-ce pas, immédiatement ne pourrait pas réussir effectivement. Donc c'est ce que l'AJDMR recommande. Ce sont les exigences. Il y a un travail à faire, un travail de base qui consiste effectivement à conscientiser d'abord les populations. Parce que nous avons hérité pour la plupart du système démocratique à l'occidental, qui n'est pas forcément d'ailleurs le meilleur. Mais il y a des choses, il y a des prix à payer. Vous avez négocié des postes? Les postes, vous savez, les postes c'est important. Parce qu'un parti politique, permettra d'appliquer tout ce que vous dites. Politique qui intègre une formation, une majorité naturellement, doit pouvoir s'attendre à exercer le pouvoir. Mais nous n'en avons pas fait, c'est à prendre ou à laisser. Parce que ce n'est pas pour nous essentiel les postes. Mais c'est bien d'avoir des postes. Hein. C'est tout à fait important, mais l'essentiel est que nous puissions suivre l'application des recommandations, c'est-à-dire des accords que nous avons conclus avec la majorité. On peut s'attendre d'ores et déjà que l'AJDMR ira en 2011. Bon, on est déjà en 2011 pour les prochaines élections. Ah oui, nous préparons les élections législatives parce que notre parti est né. Vous irez tous ensemble. Hein? Notre parti est né après les législatives passées. Donc nous ne sommes pas présents à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas présents. Vous irez seul ou bien vous irez avec la coalition? Certainement, puisque nous sommes maintenant dans la coalition, il y aura certainement des aménagements qui seront faits. Mais l'AJDMR, là où elle se sent forte, je ne vois pas pourquoi il irait avec qui que ce soit. Vous pensez que si elle est capable de gagner dans une région, mais si nous ne sommes pas capables de gagner... La seule différence aussi, vous avez diminué, hein, parce qu'en 2007, vous avez 8%, et puis en 2009, vous vous retrouvez avec 5%. Oui, toute proportion gardée, et comparaison n'étant pas raison, il y a des choses effectivement qui font que... Mais la présidentielle d'habitude est plus importante de 5% de 2009 ne sont pas tellement loin de mes 8% de 2007. D'autant plus que d'ailleurs, dans cette campagne 2009, j'ai même battu des chefs d'État. Alors, le dernier mot de l'AJDMR, qu'est-ce que l'AJDMR recommande? Qu'est-ce que l'AJDMR souhaite? L'AJDMR souhaite que les Mauritaniens resserrent les rangs et qu'ils discutent sur l'essentiel. C'est vrai que tout le monde veut aller gérer le pouvoir, mais la gestion du pouvoir, c'est une pratique importante. Mais les destinées de la Mauritanie et l'avenir de la Mauritanie, c'est plus fort. Et aujourd'hui, le problème essentiel de la Mauritanie, c'est la cohabitation d'abord entre ses composantes nationales. C'est l'unité nationale. Et c'est pour ça que nous luttons. Si maintenant, dans le feu de l'action ou chemin faisant, nous nous rendons compte que nous sommes trompés, nous nous arrêterons. Et vous êtes à Dakar, je l'ai dit en introduction. Ah oui, dans le cadre aussi. Là, oui, nous revisitons notre base pour en tout cas la mobiliser, pour l'amener à jouer son rôle pour la préparation des prochaines législatives. Okay. Je reviens d'ailleurs d'un voyage à Pointe-Noire au Congo et nous avons une base très forte en Europe et en Amérique, et même quelque part en Afrique. Et à mon retour à Nouakchott, certainement, je vais certainement visiter l'intérieur du pays. Parce que la décision que nous avons prise, nous ne l'avons pas prise unilatéralement, c'est le congrès du parti et le conseil national qui ont décidé cette intégration sur la base, n'est-ce pas, des points. Avant les législatives, c'est promis.
nous vous inviterons à 2STV, ici même, pour faire une émission beaucoup plus... vraiment je le souhaite, d'une heure. Et je remercie la 2STV qui est une chaîne continentale, une chaîne vraiment qui fait beaucoup d'honneur au Sénégal et à l'Afrique. C'est promis. C'est promis. À la veille des élections législatives, voilà. Nous vous inviterons ici même pour parler un peu de la campagne électorale mauritanienne. C'est promis. Merci. Merci à vous, M. Sarr. Merci, Diaby. Je rappelle juste aux téléspectateurs qu'Ibrahima Sarr, c'est le président de l'AJDMR, l'Alliance pour la justice et la démocratie, mouvement pour la rénovation. Passez une très belle soirée sur la 2STV. accompagner ko ak ay loxo